Merci beaucoup. Donc, Jacques Grosperrin, rapporteur, va vous poser les premières questions. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre d'avoir pris du temps. Nous vous avons invité, il est vrai, pas parce que vous avez une conception classique, mais peut-être parce que vous avez une vraie conception républicaine, une conception d'homme d'État. Et je crois que peut-être avant les autres, vous avez su dire les mots ou dire les choses. Et lorsque vous disiez tout à l'heure que vous étiez peut-être un bon élève, moi je peux l'attester, vous étiez un bon élève. Nous connaissons les mêmes endroits de Besançon, l'école des Chaprais, la rue de la Moyère, laquelle j'y suis tous les jours. Et je crois que vous avez marqué l'éducation nationale. Et d'ailleurs, Luc Ferry, que nous avons auditionné tout à l'heure, nous a bien dit que vous avez fait partie de ceux des ministres, en tout cas, qui a véritablement apporté à l'éducation nationale, à travers peut-être aussi la création du bac professionnel. Et plus sérieusement, à travers, en tout cas, vos propos que vous gardez. Et c'est vrai que notre collègue Edgar Faure disait souvent, c'est un grand tort d'avoir raison peut-être un peu trop tôt, mais il est vrai que votre parole, en tout cas, reste entendue. Alors, c'est vrai qu'on avait entendu les 80% d'une tranche d'âge. Je crois que ça avait été dit dans un avion, je ne sais plus ce qui avait été dit à ce moment-là, qui aurait le baccalauréat. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais moi, j'en retiendrai simplement l'essentiel. Et vraiment, je tenais à vous remercier au nom de tous mes collègues d'avoir accepté de venir dans cette institution que vous connaissez bien. J'aurai 3 questions. La première question, vous nous avez parlé tout à l'heure de comment faire aimer la France. Quelles seraient les solutions pour passer véritablement à cet attachement concret, non plus plutôt que des valeurs républicaines qui sont parfois trop abstraites, parce qu'on parle, et ma collègue donc le dit souvent, je crois que c'est important, comment faire aimer la France et qu'est-ce qu'on peut apporter concrètement. La deuxième question, est-ce que l'enseignement civique des élèves vous paraît-il suffisant, et à savoir est-ce que les enseignants sont habilités, en tout cas habilités peut-être, mais correctement préparés à les transmettre. Vous avez esquissé la réponse dans votre pré-conclusion. Et puis enfin, la perte d'autorité des enseignants et le défaut de discipline peuvent-elles expliquer la perte de républicains? Et j'aurais tendance à dire, qu'est-ce qui manque véritablement à l'école? Merci. Merci. Monsieur le ministre. Présidente, je veux d'abord remercier M. Grosperrin pour les propos trop élogieux qu'il a tenus à l'égard de l'ancien élève du lycée Victor Hugo. La vérité, c'est que j'avais quand même beaucoup de chance d'être né dans un milieu enseignant. Il faut le savoir. Et deuxièmement, je voudrais également relativiser mes mérites en tant que ministre de l'Éducation nationale. J'ai bénéficié d'une plage de sérénité consécutive à ce qu'on appelait la querelle scolaire, qui avait mis un peu plus d'1 million de personnes dans la rue. Donc après ça, il fallait relever l'école publique. Et au fond, j'ai eu un chemin relativement aisé, contrairement à beaucoup de mes prédécesseurs ou successeurs. Donc, je veux dire que les quelques obstacles auxquels je me suis naturellement heurté de la part des syndicats, j'ai pu les vaincre sans trop de difficultés. Sur l'objectif des 80%, je vais répondre à vos 3 questions, c'est 80% d'élèves au niveau du bac et non pas de bachelier. Et il y a eu une incompréhension, sans doute due à ma maladresse. En termes de communication, le haut niveau du bac n'a pas été compris comme poursuivant des études aux classes de terminale, mais comme bachelier. Or, je n'étais pas du tout partisan de donner le bac à tout le monde. Au contraire, j'étais très rigoureux. J'ai inventé l'expression d'élitisme républicain. Et je n'aurais pas donné des consignes de laxisme, abaisser à 9 la moyenne qui permettra d'obtenir son bac, ou même à 8, etc., pour gonfler la statistique. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Donc, cet objectif a quand même été atteint, 80% au niveau d'une classe d'âge, assez vite en 1995, c'est-à-dire 11 ans après que j'ai défini l'objectif, non pas dans un avion, mais dans ma conférence de presse de rentrée de 1984. Bon, je vous renvoie aux sources, c'était l'objectif, et nous avons en effet doublé le nombre de lycéens, plus que doublé le nombre de lycéens, et un peu plus tard, doubler le nombre d'étudiants. Mais ça s'accompagnait de mesures comme la régionalisation des lycées, qui a permis d'accroître le patrimoine des lycées dans des proportions non négligeables. Et naturellement, ça allait de pair avec une politique de formation adaptée.
Vous me demandez, monsieur le rapporteur, je n'arrive plus très bien à me relire, l'histoire. Comment faire aimer la France? Eh bien, je pense que pour en rester à l'histoire, nous n'avons pas à enseigner à nos enfants une histoire pénitentielle. Je vais prendre 2 exemples pour me faire comprendre. La France a été marquée par le trauma sans égal qu'a été l'effondrement de ses armées en 5 semaines en 1940. La période qui a suivi, Vichy, l'occupation, le concours que les autorités de Vichy ont apporté à la déportation des Juifs, mais également au combat contre les résistants. Et on fait aujourd'hui comme si Pétain était le gouvernement légitime de la France, comme si De Gaulle aurait été condamné à mort à juste titre, en août 1940. Mais De Gaulle, lui, a défini une autre vision des choses. Un gouvernement qui prépare la capitulation et qui la demande au moment même où il est constitué, d'ailleurs, il est constitué pour cela, n'est pas un gouvernement réellement légitime au regard des intérêts à long terme de la France. Et De Gaulle dit cela, non pas dans l'appel du 18 juin, mais dans un discours du 22 juin. Il dit « c'est à la fois l'honneur, mais aussi l'intérêt de la France de ne pas quitter le camp de la liberté. Parce que si le camp de la liberté doit l'emporter, eh bien, il ne faut pas qu'on puisse dire que la France aura été absente. » Et De Gaulle a ramassé une vision de l'histoire qui est partiellement juste, à mon sens, en disant que c'est une guerre de 30 ans que nous avons livrée contre l'Allemagne de 1914 à 1945. C'est vrai d'une certaine manière, parce que l'hitlérisme a été une surenchère sur la défaite de 1918, que les classes dirigeantes allemandes ne voulaient pas accepter, à commencer par l'état-major. Il n'a pas été que cela, parce que l'arrivée au pouvoir de Hitler en 1933 introduit une discontinuité fondamentale dans l'histoire allemande. Je ne confonds évidemment pas Hitler et Guillaume II ou le chancelier Bethmann Hollweg. Mais il n'en reste pas moins que la France était isolée en 1940, n'avait pas d'alliés. La Russie, qui nous avait aidé à gagner la bataille de la Marne en 1914, en envahissant la Prusse orientale et en détournant 2 corps d'armée du front ouest vers le front est. La Russie était dans le rapport que vous savez avec l'Allemagne de Hitler. Les États-Unis étaient sur une ligne isolationniste et leur théorie c'était cash and carry. Hein, on est prêt à vous livrer du matériel, des avions, à condition que vous nous le payiez en espèces sonnantes et trébuchantes, avec votre réserve d'or. On n'était pas encore à la loi de pré-bail, qui n'intervient qu'en 1941, après la charte de l'Atlantique entre Roosevelt et Churchill. Donc la France est seule, même il faut le dire, la Grande-Bretagne n'a mis que 8 divisions. Alors, ça ne résume pas la question, parce que le fond de l'affaire était quand même la division de la France contre elle-même. Une partie de la France considérait que la seule guerre à faire était la guerre contre l'URSS, de préférence par le biais de l'Allemagne, et surtout pas une guerre avec l'Allemagne. Donc tout cela minait forcément le moral. Ça a été très bien décrit par un historien que vous connaissez, Marc Bloch, L'étrange défaite, hein, qui est un petit livre qui fait tout à fait sens. J'ai pris ce premier exemple, je pourrais en prendre un deuxième. Le colonialisme. Il ne faut pas nier que la France a été un pays colonialiste, avec les violences que cela a signifié, notamment en Algérie. Je dirais même surtout en Algérie, car les techniques utilisées par l'armée de Bugeaud étaient celles de la guerre d'Espagne. Bugeaud était un ancien de la guerre d'Espagne. Donc tout cela est une réalité. Mais au podium, si je puis dire, des crimes du colonialisme, la France est loin d'occuper la première marche. Nous ne sommes pas un peuple génocidaire. Je ne veux pas dire qui a commis des génocides, il y en a d'ailleurs plusieurs, mais dans cette dimension. Mais je dirais que la période de la colonisation était un moment dans l'histoire de la mondialisation, probablement un moment à coup sûr dépassé, et qu'il fallait dépasser, et que les peuples en question avaient raison de combattre, mais la France n'a pas à battre sa coulpe, particulièrement par rapport à beaucoup d'autres pays qui se sont beaucoup plus mal conduits. Et je pense que cette réévaluation
interviendra avec un travail de conscience et de dialogue que nous devons mener avec les peuples intéressés. Je pense aussi que nous devons avoir une bonne approche de la relation qu'il faut tisser aujourd'hui, avec quelque chose qui rompt avec ce que j'appellerais le regard colonial. Mais ce serait un autre chapitre sur lequel je ne veux pas m'étendre. Donc voilà ce que j'appelle une histoire non pénitentielle. Et s'agissant de l'enseignement civique des élèves, j'ai émis l'idée à l'époque, c'était Claude Nicollet qui me le conseillait, c'était mon conseiller d'ailleurs, l'auteur de l'histoire de l'idée républicaine en France, enfin ça s'appelle l'idée républicaine en France. Claude Nicollet me disait il faut que l'enseignement de l'éducation civique soit aussi près que possible du droit et qu'on ne s'évade pas dans des considérations philosophiques ou morales qui seraient en quelque sorte un peu à la carte du ministre du jour. Non, il faut rester près du droit. Prenons l'exemple du droit de propriété. Eh bien, on peut avoir toutes les idées à ce sujet, être pour les nationalisations, l'appropriation collective, dire comme Proudhon la propriété c'est le vol, etc. Ça, c'est une opinion philosophique ou morale. Mais le droit de propriété, dans les textes, il est garanti par la Constitution, par la Déclaration des droits de l'homme. Et naturellement, il faut apprendre que voler est un délit. Et que le droit de propriété, ben, ça existe dans notre droit. Troisième, alors l'enseignement civique, je dois dire que je ne l'ai pas étendu au-delà du collège. C'est Claude Allègre qui a fait un enseignement de CJS qui concerne maintenant les lycées. Il faut aussi l'étayer par une recherche au niveau de l'université, des thèses sur l'idée républicaine. On ne peut pas penser que l'école de la Troisième République a pu être ce qu'elle a été si on n'a pas à l'esprit la pléiade de philosophes et d'hommes éminents qui, en quelque sorte, garantissaient la trajectoire. Hein, je n'évoquerai pas Durkheim, Braunschweig et beaucoup d'autres. Lagneau, etc., etc. Perte d'autorité et de discipline. Encore une fois, on ne peut pas demander à l'école de remédier à tous les problèmes sociaux. Elle n'est pas responsable du chômage des familles éclatées, recomposées. Elle n'est pas responsable du mauvais traitement qui a été apporté aux questions de l'intégration des jeunes issus de l'immigration. J'avais demandé un rapport à Jacques Berck en 1985, qui à mon avis reste toujours actuel, montrer que la personnalité de la France s'était faite d'apports successifs, mais que ces apports ne devaient pas empêcher que cette personnalité restât structurée, que la France devait garder une identité structurée, et qu'on avait pu subir l'influence des Italiens au XVIe siècle, des Espagnols au XVIIe, le Cid, des Anglo-Saxons, des Allemands, des Arabes aujourd'hui, etc., mais que cela ne devait se faire que dans cette perspective. Alors, l'autorité des maîtres, elle vient d'abord de la bonne compétence de ceux-ci. Un maître qui ne maîtrise pas son savoir n'a pas d'autorité. L'autorité des maîtres, elle doit être portée par la parole publique, non pas seulement du ministre de l'Éducation nationale, mais du gouvernement. Si le président de la République, le Premier ministre, si l'ensemble des ministres ne sont pas conscients de ce qu'est la République enseignante, pour parler comme on parlait dans d'autres temps, s'ils ne comprennent pas que l'école a pour but aussi la formation du citoyen, eh bien, à ce moment-là, on laissera cours à toutes les dérives qualifiées de pédagogistes, mais qui nous conduisent vers une institution qui n'est plus une institution, qui est une école éclatée, une école, je dirais, où pratiquement chaque établissement définira son propre projet. C'est une idée. Certains l'avaient défendue. Même mon prédécesseur à l'Éducation nationale, chargé d'une mission impossible, avait défini cette perspective au moment de ce qu'était le grand service public unifié laïque de l'Éducation nationale. C'est que chacun avait son projet, donc le problème était résolu. Sauf qu'il s'est aliéné ainsi les deux camps en présence. Donc l'affaire est morte d'elle-même. Mais la commande n'était pas forcément très judicieuse. C'est une autre affaire
sur laquelle je ne veux pas revenir. Vous m'aviez posé 3 questions, j'ai l'impression d'y avoir répondu pour l'essentiel. Merci beaucoup, chers collègues. J'ai une demande de parole de Monsieur Legendre, de Madame Duchesne, de Monsieur Kernel et de Madame Perrol-Dumont. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je ne peux évidemment que être très heureux des propos que vous venez de tenir en tant que gaulliste tout d'abord, ensuite en tant qu'ancien professeur de lettres, puis professeur d'histoire. Je me retrouve donc dans beaucoup des préoccupations que vous exprimez. En matière de... Vous avez beaucoup insisté sur l'histoire et je crois qu'il est nécessaire que chaque élève français ait une vision claire de ce qu'on appelle un peu le roman national. Ça m'ennuie un peu actuellement parce que je pense que ceux qui disent ça veulent insister sur le caractère en quelque sorte romancé et donc subjectif. Alors qu'il s'agit quand même, à partir d'une analyse faite par des historiens sérieux et à partir quand même du recours aux sciences humaines, il s'agit bien de rappeler à nos élèves ce qu'est le passé de leur pays. Est-ce que nous ne pourrions pas assister davantage, Monsieur le Ministre, sur ce qui semble se perdre un petit peu actuellement, c'est-à-dire la chronologie? Il me semble que l'école des Annales a eu beaucoup de vertus, mais qu'elle a un petit peu fait oublier l'importance de la chronologie. Quand on ne sait pas situer clairement un événement dans sa période, on commet des erreurs. Deuxième remarque, et elle rejoint à la fois l'histoire et la littérature. Il est peut-être tentant actuellement d'oublier, y compris certains de nos chefs-d'œuvre littéraires, quand le premier grand texte fondateur de la littérature française, c'est la chanson de Roland, et que dans la chanson de Roland, on affronte les Maures à Roncevaux, il y a un léger malaise pour certains. Quand, vous l'évoquiez tout à l'heure, un des grands textes de la littérature française du XVIIe, c'est le Cid de Corneille, on arrive à ce que certains ne veuillent pas évoquer l'anniversaire ou commémorer l'anniversaire de Corneille. Est-ce qu'il n'y a pas, pour l'éducation nationale, au contraire, un devoir de se saisir de textes qui montrent que nous avons à certains moments eu des rapports difficiles avec d'autres pays sur la planète, mais en expliquant aux élèves que tout ceci doit être relativisé et qu'il est intéressant de voir quel est le point de vue national sur cette affaire et éventuellement qu'on traite par exemple des croisades, le point de vue des autres. Je crois que ça permet à la fois de mettre un peu de souplesse dans les esprits, de relativiser, mais sans nier quoi que ce soit du roman national ou plutôt de l'histoire de la France. Et enfin, Monsieur le Ministre, puisque vous êtes le père du bac professionnel et qu'on a rappelé tout à l'heure l'idée que vous faisiez en fait de 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat, pensez-vous que le baccalauréat, qui est une de nos vaches sacrées, auquel j'ai consacré jadis également un rapport, ne mérite pas d'être restauré, mais comme simplement un moment du parcours scolaire, puisque la plupart des titulaires du baccalauréat vont aller ensuite à l'université, et que le problème, c'est de bien les orienter à ce moment-là et de leur éviter de se faire massacrer par une mauvaise orientation dans l'enseignement supérieur. Madame Duchesne. Après ce beau plaidoyer de Jacques Legendre, je voudrais tout d'abord remercier Jacques Grosperrin qui a rappelé absolument toute votre vision toujours égale de la République et votre foi dans l'enseignement dit classique. J'entends par enseignement classique la transmission pour les connaissances et les valeurs, comme vous l'avez dit vous-même. Or, depuis quelques années, une dizaine d'années, nous avons parfois l'impression que lorsqu'on entend parler de l'éducation, il y a une autre vision qui est surtout sociologique. Et que, du coup,
on s'intéresse souvent avec raison, aux milieux qui sont très défavorisés, et tous les autres, on les laisse. Or, dans tous les autres, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas totalement défavorisés, mais qui le sont quand même aussi à leur manière. Alors, comment concilier cette nécessité de s'intéresser aux enfants comme vous l'avez dit, des populations méditerranéennes et puis tous les autres. Alors Jacques Legendre a émis des hypothèses très intéressantes sur l'histoire, et c'est vrai que si nous sommes tous bercés par l'histoire, ça serait plus facile. Mais en ce moment, nous sommes en difficulté avec cette autre manière d'enseigner. Monsieur Quesnel, votre question, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, j'ai passé 42 ans au sein de la Maison Éducation nationale et en tant qu'enseignant de lettres classiques d'abord, de chef d'établissement ensuite, d'inspecteur enfin. Et je dois vous dire que j'ai le sentiment qu'on demande tout et n'importe quoi à l'école. On la rend responsable de tout et de plus en plus. Les Français sont mauvais conducteurs. On demande à l'école d'enseigner les rudiments du permis de conduire. Les Français sont mauvais citoyens. On demande à l'école d'enseigner les vertus civiques. Les Français sont mauvais sportifs. On demande à l'école, évidemment, d'assurer un enseignement sportif et physique le meilleur possible. Les Français mangent mal, on demande à l'école finalement d'enseigner à manger correctement, manger bio et autres. À cela se rajoute que chaque ministre qui passe a envie de laisser sa trace. Et la meilleure des traces, c'est de défaire ce que son prédécesseur a fait. Je constate qu'on ne laisse aucune durée de vie à quelque réforme qu'elle soit. Et on n'a sorti aucune réforme d'évaluation pour voir si cette réforme doit être poursuivie ou modifiée. Et je pense qu'aujourd'hui, il est peut-être temps, au niveau notamment du Parlement et des parlementaires, de définir quelles sont les missions réelles, les missions de base de l'école, d'une part. Deuxièmement, de valoriser, les maîtres. Et vous l'avez dit, en termes de formation, je pense qu'il y a là des progrès à faire, en termes de rémunération, en termes de territorialisation, de revoir l'orientation et surtout de ne pas opposer égalitarisme et élitisme. Alors, je voulais savoir quelle était votre position de sage, puisque avec votre vécu, vous l'avez, votre position de sage, enfin, et avec le recul, si vous pouvez rejoindre ces propositions et donner quelques conseils à la commission qui est en face de vous. Madame Pérol-Dumont. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, on ne peut évidemment qu'être enthousiaste quand on voit votre foi laïque, évidemment, jamais démentie dans notre système éducatif et dans les principes républicains. Pour autant, vous nous avez dit qu'on ne pouvait pas tout demander à l'école, et mon collègue vient de le rappeler très opportunément. Quelle place dans ce contexte-là, puisque l'école effectivement ne peut pas tout? Vous avez rappelé aussi le nombre d'heures par lesquelles les enfants sont à l'école, qui est relativement peu important par rapport à leur temps de vie. Donc, quelle place assignez-vous, j'allais dire, au reste de leur vie, au bloc familial, au bloc relationnel, dans cette transmission des valeurs? Vous avez à bon droit, et j'ai beaucoup aimé votre formule, dire que vous structuriez l'école autour de deux éléments de transmission, la transmission des savoirs, la transmission des valeurs. Je dirais que nous sommes maintenant à une époque où finalement les savoirs... on pourrait presque, dans certains milieux, avoir les savoirs avec les nouvelles technologies sans les enseignants. Donc finalement, les savoirs sans les valeurs n'auraient plus grand sens. On pourrait avoir un savoir versé en entonnoir, ça n'aurait pas grand intérêt. Donc par rapport aux valeurs, ce qui me semble déterminant, comment faire en sorte que les valeurs posées au sein de l'école ne soient pas antinomiques avec celles
qui sont posées en dehors de l'école, au sein de la famille, et comment faire en sorte que les enfants ne soient pas face à une schizophrénie qui pourrait les amener à considérer que ce qu'on leur dit à l'école, ça n'est pas dans la vraie vie, puisque ce n'est pas ce qu'ils retrouvent dans leur famille, dans leur quartier, dans leurs relations. Madame Jourda. Monsieur le ministre, une question sur justement la laïcité. Je crois que c'est un point important. Et à l'issue des événements donc, qui se sont déroulés au début du mois de janvier dernier, il a été donc préconisé des dispositifs pour pouvoir donc apporter certains correctifs. Et j'ai entendu avec stupéfaction devant ma télévision, et ça m'a beaucoup peiné, puisque mes parents n'étaient pas enseignants, mais mon oncle et ma tante aussi. Ils appartenaient à cette école de la République. Un de mes aïeux avait fondé d'ailleurs la Fédération des œuvres laïques dans l'Aude pour développer l'éducation populaire. Quand j'ai entendu qu'il était dans les projets de former des enseignants à la laïcité, j'ai marqué un temps d'arrêt en me disant « mais nous en sommes là ?» Alors, vous avez évoqué le registre de nos valeurs communes, culturelles, historiques, mais dans la chaîne de transmission, il y a eu une rupture. Et nous nous trouvons au pied d'un mur à devoir poser des correctifs. Alors non, je pense comme vous qu'on ne peut pas tout demander à l'école, qu'on ne peut pas tout attendre de l'école, mais à un certain moment donné, il faut allier certains dispositifs et surtout se repositionner sur des définitions. Là, nous avons parlé entre personnes possédant un socle culturel commun. Je me référerai, vous avez donné, il a été donné des exemples, je donnerai l'exemple, à l'époque, vous étiez un artisan, un menuisier avec le certificat d'études, il avait le socle des valeurs communes, il savait qui était Molière ou La Fontaine. Aujourd'hui, c'est plus tout n'est plus là. Donc, je souhaitais savoir quelle était votre position par rapport aux notions de laïcité, notamment de laïcité ouverte, et surtout par rapport à certains qui s'emparent de valeurs laïques pour leur faire dire ce qu'elles ne disent pas. Merci beaucoup, Monsieur Abad. Vous avez évoqué le collège unique, Monsieur le ministre. Moi, je considère, et ça a été dit ici, que cette période de l'adolescence au collège, entre 12 et puis 16 ans, est une période particulièrement importante. Et en même temps, je conçois bien qu'il n'est pas possible d'enseigner de la même manière à des enfants aujourd'hui très différents. En même temps, se passer d'une démarche de collège unique, d'établissement unique dans une ville, dans un quartier d'une grande ville, ne pas mettre ensemble à un moment donné tous ces enfants dans un même endroit, me paraît quand même très dommage. Après, bien évidemment, comment on fait pour qu'on ne les traite pas de la même manière ? Puisque bien évidemment, ils ne sont pas les mêmes. Contrairement à nos enfants d'il y a 30, 40 ou 50 ans, arrivés au collège, ils étaient quasiment les mêmes. D'origine sociale, de niveau d'éducation, d'encadrement familial. Mais par contre, je pense qu'il faut rester, à mon sens, attaché à ce moment unique dans la vie d'un jeune Français ou d'un jeune résident et dans un lieu unique. Bien, merci Madame la Présidente. C'est bon. Oui. D'abord, je répondrai à Monsieur le Gendre. Mais je l'ai déjà fait. Non, je ne l'ai pas fait. Non. Monsieur le Gendre parle de roman national. Je préférais récit national, pour éviter justement les procès d'intention qui ne manqueront pas de se manifester. Récit national à reprendre, mais cela suppose que, au plus haut niveau de l'État, on tienne un discours, je dirais, responsable et solide, et qui intègre cette nécessité d'une histoire non pénitentielle. Alors, j'ai évoqué l'épisode de Vichy et l'épisode de la colonisation. C'est un travail qui est évidemment
à reprendre. Vous soulignez l'importance de la chronologie. Je suis d'accord avec vous. On ne peut pas étudier l'art aratoire, c'est-à-dire l'art de la charrue, je ne parle pas de l'art oratoire, à tous les âges de l'humanité, et considérer qu'on a structuré l'esprit de l'enfant. Je pense que lui donner une claire perception du déroulement des siècles et des moments forts de notre histoire, ça reste un facteur d'unité nationale, de compréhension de ce que nous sommes en tant que nation. Les programmes gagneraient à être courts, ramassés, clairs. Je ne veux pas rappeler que j'avais moi-même pris soin de publier les programmes de l'école, de la maternelle, du collège, des lycées, dans des petits livres qui ne dépassaient pas 70 ou 80 pages. C'était écrit en termes clairs, sujet, verbe, complément, et je dois évidemment beaucoup de reconnaissance à mes collaborateurs de l'époque, le doyen de l'inspection générale, M. Laforêt, M. Barret, qui était à mon cabinet, et M. Serquiglini. Ils m'ont beaucoup aidé, mais j'ai moi-même veillé à l'écriture de ces programmes, et j'ai corrigé les mots qui me paraissaient ne pas être appropriés. C'est-à-dire que j'ai considéré que c'était quelque chose de très important. Et ça a été publié à des centaines de milliers d'exemplaires par Hachette, dans la collection de livres de poche. Ça a duré un peu plus que ce que durent les roses. Ça a duré jusque au début des années 80, enfin 90, voilà, à peu près au milieu des années 90. Et à ce moment-là, le souci de la précision dans le domaine pédagogique a fait que des tonnes de circulaires ont déferlé dans toute la France et que pratiquement ces programmes de 60 ou 70 pages sont devenus 500 pages de circulaires. Donc je ne vous décris pas la suite, mais je pense que on devrait revenir à des programmes clairs et que tout le monde puisse s'approprier, les enseignants, les élèves même, et les parents surtout. Les grands textes, je les ai évoqués, la chanson de Roland, Roncevaux, Douce France, etc. Oui, ben voilà, c'était notre histoire. Et chacun doit bien le comprendre. Je dirais, on ne va pas non plus faire l'impasse sur la Première Guerre mondiale, ni sur la guerre de 70. Hein, il y aurait beaucoup à dire. Enfin, je pense que le souci de l'objectivité doit nous guider, et en même temps, on doit combattre ces réactions d'intolérance qui peuvent se manifester. Je dirais, ce n'est pas admissible. Je ne savais pas que l'anniversaire de Corneille avait été boycotté. Je me souviens que Austerlitz n'a pas été commémoré, alors que nous envoyions le Charles de Gaulle pour commémorer Trafalgar en Grande-Bretagne, en baie de Southampton. Mais Austerlitz n'en a pas voulu commémorer Austerlitz parce que Napoléon était fâcheusement connoté par le rétablissement de l'esclavage que lui avait inspiré sa femme Joséphine. Enfin, ça me paraît assez absurde. Hein. Donc, je voudrais, parce que là, nous touchons au cœur des choses, revenir sur les rapports entre la France, la nation et la République. La France vient du fond des âges, disait le général de Gaulle. Elle a été une création politique, l'œuvre de nos rois. Quand elle est devenue une nation, eh bien la nation s'est emparée de la souveraineté. C'était 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Hein, il n'y a pas de souveraineté qui ne réside dans la nation. Et puis à partir de là, la République est arrivée. 3 ans plus tard, c'est notre histoire. Et je dirais qu'elle a été stabilisée par l'œuvre du général de Gaulle, complétée par l'alternance qui a porté François Mitterrand au pouvoir, parce que ces institutions ont été en quelque sorte admises, hein, quelques réflexions qu'elles puissent aujourd'hui susciter. Et je rappelle que l'idée centrale du discours de Bayeux est que le président de la République devait être l'homme de la nation. D'ailleurs, dans le discours de Bayeux, il n'y a pas l'élection au suffrage universel. Simplement, Charles de Gaulle évoque un collège plus large que celui des 2 assemblées. Donc, il faut ne pas opposer la France, la nation et la République. C'est un continuum. Et il faut pousser dans le sens de la synthèse. Vous m'avez parlé des bacs professionnels, monsieur Legendre. Ces bacs professionnels n'avaient pas pour but de la prolongation des études à l'université, mais simplement d'améliorer le niveau de qualification, faire qu'on passe du niveau BEP à un niveau bac pro.
Et je pense qu'il faudrait le rappeler. Et peut-être permettre pour les meilleurs qu'ils fassent une filière BTS, ou soient admis dans des IUT, mais je pense qu'il faut quand même rappeler ce qu'était la finalité du baccalauréat professionnel. On pourrait s'interroger d'ailleurs sur l'intérêt qu'il y avait de le ramener de 4 ans à 3 ans, parce qu'on a beaucoup diminué les durées de stage en entreprise, et je ne pense pas que ce soit une très bonne chose. Enfin, pour de bons élèves, c'était parfaitement possible, mais pour beaucoup, il me paraît utile de revenir à des formules de bac pro en 4 ans. En tout cas, d'admettre qu'un bac pro ne puisse être acquis qu'en 4 ans, si on veut viser un certain niveau d'excellence. Je rappelle encore une fois que, et je le dis à Madame Duchesne, que j'avais inventé, comme ministre de l'Éducation nationale, la formule de l'élitisme républicain, qui voulait dire que chacun devait aller au bout de ses possibilités. D'ailleurs, c'était l'idée de Langevin et de Vallon en 1945, ça ne choquait personne, mais dans l'ambiance propre à l'après 68, c'était plus difficile à faire comprendre. C'est-à-dire que le souci de donner à chacun la possibilité d'aller au bout de toutes ses capacités doit passer avant un égalitarisme niveleur, qui n'est pas une bonne chose. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire beaucoup d'efforts pour les enfants issus de milieux défavorisés, mais il faut les faire tôt pour les mettre à niveau. Et je veux dire que c'est parfaitement possible. Il y a un programme qui a été mis en œuvre dans l'Académie de Grenoble qui s'intitule le programme Parler, P-A-R-L-E-R. Ça veut dire quelque chose, mais c'était l'accent mis sur les niveaux de compréhension du langage chez des enfants de 3-4 ans, et ce programme a donné des résultats stupéfiants. C'est-à-dire qu'on a amélioré la performance de tous les élèves, mais à commencer par celle de ceux qui étaient le plus en difficulté. Alors, naturellement, c'est une approche qui met, je dirais, au premier plan le rapport du maître à l'élève, que j'évoquais tout à l'heure. Ça suppose quelques moyens supplémentaires, ça suppose des efforts particuliers, mais je pense qu'un ministre de l'Éducation nationale ne peut pas se désintéresser de cette question. Je voudrais peut-être, à ce point de mon exposé, dire que je m'interroge quelquefois sur le fait de savoir si les inspecteurs de l'Éducation nationale, qui doivent être quelque chose comme 1500 ou 1800, mais dont dépend l'avancement des maîtres, en tout cas des enseignants, ne jouent pas un rôle de filtre ou un rôle de résistance, comme on dit en matière d'électricité. C'est-à-dire empêche la transmission des consignes du ministre vers le corps enseignant. Je dis cela en passant et avec le sourire. Par exemple, j'avais rappelé à un député en 1985 que la Marseillaise était dans le répertoire scolaire, qu'elle devait être enseignée par les instituteurs, à l'époque c'est comme ça qu'on les appelait, hein, et il y a eu un léger problème. Alors je me suis inquiété de savoir pourquoi ça n'avait pas si bien marché que ça, mais on m'a dit, mais même M. Fillon qui avait fait inscrire cela dans la loi n'y est pas parvenu. Et pourquoi ? Alors on m'a dit, ben, c'est que les IEN n'y étaient pas très favorables et par conséquent n'incitaient pas vraiment les enseignants à... alors je ne sais pas si c'est vrai, je vous rapporte au passage cette anecdote, parce qu'il faut penser à ce qu'est la machine de l'éducation nationale. Si c'est une institution qui normalement implique des responsabilités, une hiérarchie et un contrôle de l'application. Monsieur Quesnel a à juste titre souligné avec beaucoup de talent, beaucoup plus que moi, qu'on demande à l'école tout et n'importe quoi. Alors le permis de conduire, la dialectique, la nourriture bio, le sport, etc., etc. C'est tout à fait exact. Alors on voit que les horaires diminuent, en même temps les matières auxquelles il faut initier les élèves explosent. Il y a une contradiction manifeste. Il faut recentrer l'école sur l'essentiel, c'est-à-dire le français, l'apprentissage du français, le fameux lire, écrire, bien sûr, du calcul, compter. Et je suis d'ailleurs surpris que la réforme des rythmes scolaires n'ait pas mis l'accent sur ces problèmes qui sont quand même problèmes de fond.
beaucoup plus que sur les activités périscolaires qui, au fond, n'étaient peut-être pas l'essentiel et qui ont été à la source de beaucoup de difficultés. Mais c'est une réflexion que je fais au passage. Valoriser les maîtres, c'est essentiel. Il faut d'abord les respecter, les payer, mais leur donner le sentiment qu'ils sont non pas des employés du tertiaire, mais des fonctionnaires de l'État éducateur, et en tant que tel chargés d'une mission de service public éminente. Alors c'est bien de le dire, il faut le faire. Alors plus généralement, mais je répondrai à la question que beaucoup m'ont posée en filigrane. Tout cela, et j'en suis bien conscient, est inséparable d'une réforme intellectuelle et morale. Comment pourrait-elle se produire? Elle est évidemment liée aux événements qui sont devant nous. Il faudra, je dirais, se mettre à niveau du défi et, je dirais, parler le langage de la République, avec toute l'exigence que cela implique, parce que l'idée même de la République est une idée qui s'est perdue. Et ceux qui emploient le mot républicain ne l'emploient pas toujours à bon escient. Donc il faudrait rappeler ce qu'est la République, ce qu'est le peuple français, ce que sont les citoyens, comment on leur demande d'aiguiser leur jugement pour participer au débat public, qui permet de définir l'intérêt général, que cela ne peut se faire qu'avec des citoyens éclairés par l'école, qui elle-même est une école laïque, c'est-à-dire qui enseigne dans un espace qui est celui de la raison naturelle et qui y croit assez pour, je dirais, pousser l'exigence jusqu'au bout. J'aurais trop de choses à dire sur ce sujet pour m'y étendre excessivement. Madame Perol-Dumont me pose la question de la place de la famille. Il est évident que la déstructuration de la famille est aussi une explication des difficultés actuelles de l'école. Et il faut accepter l'idée que la famille est une institution de base de la société, que nous ne devons rien faire qui puisse l'ébranler. Les valeurs se transmettent par l'exemple, je dirais, à tous les niveaux. Pas seulement l'exemple du maître, mais c'est dans la société. De ce point de vue-là, on ne peut que s'interroger sur le rôle des médias. Dans le temps, à l'époque de l'ORTF, ils avaient pour but d'éduquer aussi, d'informer, enfin de distraire, certes, mais aussi un peu d'élever le niveau. Je pense que ce ne serait pas mauvais de rappeler que dans la mission des médias de service public, il y a aussi cette exigence, et je dirais qu'il faudrait peut-être l'introduire dans le cahier des charges des chaînes du privé. Alors c'est en même temps difficile parce qu'il y a une explosion des chaînes, etc. Mais on ne peut que se poser un certain nombre de questions sur la manière dont tout cela fonctionne. On ne peut pas être satisfait du court-termisme qu'induit l'univers médiatique, y compris dans le comportement des politiques. Mais je dirais que c'est une observation que chacun peut faire et n'a aucune connotation partisane dans ma bouche. Madame Jourda m'a parlé de la laïcité. Je suis en effet surpris qu'on ait pensé à demander à des personnes compétentes dans ce domaine de former des enseignants ou de venir parler dans les écoles d'un domaine qui serait celui de la laïcité dont elles seraient les experts. Je pense que la laïcité, c'est quelque chose qui s'énonce très simplement, et chaque maître doit être porteur de ces valeurs laïques bien comprises. Et encore une fois, elles ne sont nullement dirigées contre quelque religion que ce soit. Jules Ferry, je le rappelle à nouveau, disait dans sa lettre aux instituteurs qu'aucun d'entre eux ne devait prononcer une maxime, un adage, même donner un conseil qui puisse heurter la conscience d'un parent des enfants qui lui étaient confiés, et qu'il devait par conséquent être tout à fait respectueux de la conscience de chacun. Alors, il ne faut pas confondre ça avec la liberté d'expression. Que tel ou tel périodique puisse
faire des caricatures, etc. Ça, c'est son affaire, c'est la liberté d'expression. Mais à l'école, on doit respecter la conscience, y compris la conscience religieuse des enfants. Et un professeur de dessin ne pourrait pas faire des caricatures de Mahomet sans manquer au principe de la laïcité. Voilà mon point de vue. Hein. Et la confusion est souvent répandue entre liberté d'expression et laïcité. C'est pas la même chose. Laïcité ouverte, je ne connais pas cette expression, je pense que la laïcité se suffit. Qu'on veuille utiliser la laïcité contre les populations d'origine immigrée au nom de l'islam, je crois que quand on lit le texte les textes fondateurs, on s'aperçoit que c'est dans le Coran que vous avez le plus d'appel à la rationalité. Et il faut sans cesse y revenir, parce que, naturellement, il n'est pas possible de se mettre à la place des musulmans. Les musulmans doivent aussi séparer eux-mêmes le bon grain de l'ivraie. Et ils doivent faire un travail théologique. Certains le font remarquablement. Je suis les émissions de Benchir le dimanche matin à la télévision. Il y a là un effort très original de remise en question d'un certain dogmatisme au niveau de la théologie musulmane. Mais je pense que ce travail qui a été fait, lisez le roman de la Rose depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, avec la religion catholique, qui est la religion de la majorité, d'autres religions l'ont fait, ou peuvent le faire, ou doivent le faire, pour que, naturellement, elles se rendent compatibles avec la République. Et on doit éviter tout détournement de la laïcité qui n'irait pas dans le bon sens. Monsieur Abad, enfin, a évoqué le collège unique. Nous sommes d'accord. Le fait que tous les enfants puissent se retrouver au même endroit est souhaitable. Pas forcément dans les mêmes filières. Et je pense qu'il faut en effet ne pas les traiter de la même manière. Il faut savoir s'adapter à une certaine diversité des enfants, parce qu'à une certaine diversité des goûts, des vocations. On ne songerait pas... Enfin, il y a des gens qui sont très bons, qui peuvent faire... 1 heure de piano, mais qui n'en font pas 5. On ne va pas leur dire qu'ils sont des cancres pour autant. Donc voilà, il faut aller dans ce sens, c'est très difficile. Je ne critique pas le collège parce qu'il améliore plutôt la situation. C'est au départ que se creusent les inégalités et les retards qu'ensuite on ne peut plus combler. C'est-à-dire qu'il faut agir vraiment en amont. Hein, merci de m'avoir écouté. Monsieur le ministre, merci. Votre temps et le nôtre ont été respectés puisque vous vous étiez fixé 12h10 et il est 12h10. Merci et vraiment, on a apprécié aussi votre parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. C'est à moi, j'en profite.